Floride. Tampa, c'était le pire coin de la côte du Golfe. Tel père. Traficante était la quintessence du mafioso, le parrain. Tel fils. Il avait le regard froid d'un assassin. En vous regardant dans les yeux, il pouvait empêcher votre cœur de battre quelques instants. Les fédéraux sont à leur trousse. Nous ne nous intéressons qu'au crime organisé à grande échelle. Mais certaines familles sont prêtes à tout pour protéger les leurs. On l'a retrouvé la gorge tranchée et la tête complètement défoncée. Ces gens n'ont pas de conscience. Ils sont sans merci. Ce sont des meurtriers, des assassins. Ils se moquent de tout. « 18 avril 1955. Charlie Wall, un habitant de Tampa, erre dans les rues de la ville et fait la tournée des bars du coin. À première vue, on dirait un ivrogne. Pourtant, ce gangster de 73 ans a autrefois dirigé l'empire du crime de Tampa, contrôlé tous les jeux d'argent illégaux et corrompu les politiciens locaux. Charlie Wall était un véritable pivot du monde de la pègre à Tampa. On le surnommait même le doyen de la pègre. Mais Santo Traficante Jr. et son père, Santo Senior, ont pris le territoire de Wall. Wall en veut amèrement aux Traficante et souhaite les voir morts. Toute la nuit, il proclame sa haine envers cette famille à travers les rues de la ville. Certaines personnes racontent qu'il insultait régulièrement les traficantes. 2 jours plus tard, la femme de Charlie Wall rentre de vacances. L'accueil qu'elle reçoit n'est pas celui auquel elle s'était attendue. Son mari baigne dans une mare de sang, sauvagement assassiné et encore en pyjama. On l'a retrouvé la gorge tranchée et la tête complètement défoncée. Santo Junior a fait passer son message. On ne dit pas de mal de la famille Traficante. « 1901, 13 ans avant la naissance de Santo Junior. Santo Traficante, premier du nom, effectue le long voyage d'Italie aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Le garçon de 14 ans et sa famille s'installent à Tampa, une ville encore toute récente. Tampa était vraiment un trou paumé. C'était très sous-développé. Même lorsque les premières usines de cigares se sont installées, c'était encore marécageux et infesté de moustiques. Au sein de la communauté italienne de la ville, et grâce à ses connexions avec la pègre, il commence à fréquenter une jeune fille du coin, Maria Giuseppe Cacciatore. C'est la sœur de Jojo Cacciatore, un dealer de drogue réputé. Leur relation évolue et en avril 1909, Santo et Maria se marient. Le monde du crime organisé de Floride est très différent de celui de New York. Des gangsters de tous horizons peuvent y installer leur business, quelles que soient leurs origines ou leur famille. Les trafics illégaux sont donc contrôlés par différents parrains, dont le gangster sudiste Charlie Wall et le parrain de la drogue Ignacio Antinori. Tampa était une ville très violente à l'époque. Un article l'avait même qualifié d'enfer de la côte du Golfe. Santo est attiré par le monde de la pègre et lance sa propre version de la loterie illégale espagnole appelée Bolita. Le jeu était le suivant. On pariait sur un numéro entre 1 et 100. Ensuite, on mettait 100 balles numérotées dans un sac, on secouait un peu et on tirait au hasard le numéro gagnant.
Ignacio Antinori, le gangster italien le plus puissant de Tampa, entend parler du succès grandissant de la loterie du jeune traficante. Santo rejoint le gang d'Antinori et étend ses affaires de jeux d'argent à toute la côte du Golfe. Le jeune traficante brasse énormément d'argent. Santo prend son métier très au sérieux et se forge très vite une réputation impitoyable. Ma tante Rose était victime de violences domestiques. Son mari l'a frappée sauvagement. Santo Traficante lui a cassé le bras et il n'a plus retouché un seul cheveu de ma tante. Pendant ce temps, Santo et sa femme, Maria, fondent leur propre famille. En 1914, Luigi Santo Traficante voit le jour. Deuxième fils parmi 5 frères, il est surnommé Santo Junior. On voit souvent Santo Junior aux côtés de son père dans des restaurants tels que le Columbia ou la Tropicana. Il a commencé à apprendre très jeune. Il était très vif. Et il était bien plus déterminé que ses autres frères. Quand Santo Junior a exprimé de l'intérêt pour les affaires de son père, celui-ci s'est empressé de lui demander de se joindre à lui. Pendant que Santo Senior élève ses enfants et dirige ses affaires de loterie à Tampa, de jeunes ambitieux new-yorkais renversent les anciens parrains et inaugurent une nouvelle façon d'opérer. Des gangsters tels que Lucky Luciano et Tommy Lucchese considèrent que les gardes-gangs nuisent à leurs affaires. Contrairement aux membres de la vieille garde, Lucchese et Luciano acceptent de s'associer avec n'importe qui du moment qu'il y a de l'argent à se faire. Avec Santo Traficante Senior, par exemple. Mai 1929. Le gangster plein d'avenir est invité pour représenter Tampa à une réunion de mafieux haut placés à Atlantic City, au President Hotel. Santo Traficante Senior s'est rendu à New York pour soutenir Lucky Luciano et quelques-unes des familles les plus puissantes de gangsters new-yorkais à propos de l'organisation de la pègre dans le Nord-Est, voire même dans tout le reste du pays. La mafia veut disposer d'un contact pour toute la Floride et avant tout pour Cuba. Les gangsters investissent beaucoup dans les stupéfiants cubains, mais sont incapables de communiquer en espagnol. Santo Traficante Senior peut remplir ce rôle. Il est né en Italie, mais a passé la plus grande partie de son enfance en Floride. Même si l'italien est sa langue maternelle, il a appris l'anglais très rapidement, et contrairement aux gangsters new-yorkais, il parle couramment espagnol. La plupart des truands de New York à l'époque parlaient à peine anglais, et aucun d'entre eux ne maîtrisait l'espagnol. Traficante avait donc l'avantage à ce niveau-là. Traficante est particulièrement bien intégré. Pour les parrains new-yorkais, il représente l'intermédiaire idéal. Santo a de plus en plus d'influence, mais il lui faut encore s'occuper de son principal adversaire à Tampa, le gangster Charlie Wall. Charlie Wall était un vrai méchant. Mais étant donné que sa famille était très liée à l'élite qui dirigeait Tampa à l'époque, il a pu conserver de nombreux contacts auprès des juges, des politiciens et des policiers. Wall surveille Santo de près, mais ne le considère pas comme une menace. Il se soucie plutôt du boss de Traficante, Ignacio Antinori. En 1930, alors que la tension monte entre Wall et Antinori, Santo Junior, âgé de 15 ans, abandonne le lycée. Son père lui a dit qu'il ne tirerait plus rien du lycée, qu'il apprendrait bien plus en restant avec lui, en se rendant aux réunions, en s'impliquant dans les jeux d'argent et bien évidemment en apprenant à connaître les grands noms du milieu. À partir de ce moment-là, son chemin était tout tracé. Il était intelligent, déterminé, ambitieux, et il n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Dans le cadre de sa formation, son père lui fait faire de longs voyages à New York.
Trafficante Senior est proche de plusieurs grands pontes de la mafia new-yorkaise et souhaite que son fils apprenne directement leur façon de procéder. Il a également une autre raison d'envoyer son fils à New York. Tampa est en plein conflit. Deux gangs rivaux, menés par Charlie Wall et Ignacio Antinori, s'affrontent pour prendre le contrôle des jeux d'argent en Floride. Santo Senior reste à l'écart du conflit. Il espère monter en puissance en se contentant de survivre à cette querelle sanglante. Une fois la tempête passée, Ignacio Antinori est mort, alors que Charlie Wall a perdu la majorité de son équipe. Santo Trafficante, lui, est plus puissant que jamais. Charlie Wall a fini par se faire éjecter. Il ne pouvait pas rivaliser avec les Trafficante. Santo Senior est sur le point de prendre le contrôle du territoire de Wall. Mais il est dans la ligne de mire des autorités. Le nouveau boss de Tampa est dans le pétrin. Dans les années 30, une guerre des gangs a éclaté à Tampa. Au cours de ce que l'on appellera plus tard l'ère du sang, les gangsters Ignacio Antinori et Charlie Wall s'affrontent pendant 10 longues années. Jusqu'au jour où un fusil à canoncier scelle le destin d'Antinori. Cette guerre décime les deux gangs et laisse le champ libre à un nouveau venu. Ses concurrents ayant disparu, le gangster plein d'avenir Santo Trafficante Senior prend le contrôle de tous les principaux jeux d'argent. Santo Senior est devenu le boss de tout Tampa. Il a accru son emprise sur la ville. Pendant 10 ans, Trafficante règne tranquillement sur son territoire de Floride. Mais sa domination est menacée. Les autorités fédérales commencent la chasse aux mafiosos. En 1950, le sénateur du Tennessee, Estes Kefauver, s'attaque au crime organisé en Amérique. Le crime organisé a pris une place encore plus importante que nous le pensions. Au cours de son investigation pour le Sénat, Kefauver sillonne le pays et enquête sur la mafia par le biais d'audiences télévisées. Estes Kefauver était un jeune sénateur ambitieux du Tennessee. Comme beaucoup de politiciens, il a voulu se démarquer en s'attaquant au crime organisé. En décembre, Kefauver s'arrête à Tampa et délivre une série de citations à comparaître aux membres de la pègre. L'objectif principal des audiences de Kefauver était de s'attaquer à la corruption à Tampa. Ça a été un moment clé parce que c'était la première fois que les Américains pouvaient voir ces gangsters à la télé. La commission s'intéresse alors aux Trafficante. Selon ses estimations, la famille gagne 15 millions de dollars par an grâce aux jeux d'argent illégaux. Le sénateur du Tennessee convoque Santo Senior et Santo Junior pour témoigner devant la commission. Kefauver fait encore monter la pression en convoquant l'un des plus vieux rivaux de Trafficante, Charlie Wall, âgé de 71 ans. Kefauver n'en a pas après ce truand déchu, mais il veut obtenir des informations sur les Trafficante. Charlie Wall a témoigné à une de ses audiences. Il a exposé une bonne partie du fonctionnement du crime organisé à Tampa. Pour la première fois, les autorités fédérales comprennent la nature des affaires de la famille Trafficante. C'en est assez pour Santo Senior et son fils, les Trafficante font leurs valises. Ils ont quitté la ville. Ils pouvaient se rendre à Cuba lorsque ça chauffait trop aux États-Unis. Là-bas, ils pouvaient se faire de l'argent légalement
Et ils avaient de nombreuses options à leur disposition. Les traficantes s'établissent dans l'île où ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. Pour Santos, c'était une île de rêve. Il pouvait régner librement non seulement sur les casinos, mais sur tout ce qu'il voulait, sur tout ce qui lui faisait envie. Des personnalités telles que Sinatra et Marilyn Monroe se rendaient là-bas. On pourrait comparer Cuba à Las Vegas aujourd'hui, avec toutes ces célébrités. La Havane était devenue ce genre d'endroit. Depuis des années, les traficantes reversent une partie des bénéfices de la mafia américaine au dictateur cubain Fulgencio Batista. En retour, le dirigeant cubain empêche les autorités locales de mettre le nez dans leur trafic de stupéfiants. Les relations entre la mafia et Batista étaient tout ce qu'il y a de plus corrompu. Batista s'est fait une fortune grâce à leur présence à la Havane. Il tirait profit de tout ça. Santos Senior se plaît à Cuba, mais à 64 ans, sa santé commence à lui poser problème. On lui diagnostique un cancer de l'estomac. Il sait que son temps est désormais compté et commence à transmettre les rênes des opérations à son fils. Il s'y était préparé. Il savait, d'après ses conversations avec son père, qu'il allait prendre la relève. À Tampa, la commission Kefauver a quitté la ville. Les traficantes peuvent rentrer en Floride. Mais ils vont devoir affronter une guerre des gangs impitoyable. Les enjeux sont élevés. Les traficantes peuvent réussir à éliminer toute concurrence ou au contraire perdre tout ce qu'ils possèdent. Tampa se prépare à la guerre. Début des années 50. Santo Traficante Senior et son fils ont l'opportunité de consolider leur domination sur les activités criminelles de l'État de Floride. L'un de leurs adversaires, le mafieux Red Italiano, faisait lui aussi du trafic dans les jeux d'argent. Mais il a quitté la ville durant les audiences de Kefauver et n'est jamais revenu. En l'absence de Red, son gang obéit à son bras droit inexpérimenté, Jimmy Lumia. Les traficantes pensent pouvoir tirer profit de son manque de poigne et s'emparent de son affaire de Bolita. La famille Traficante n'a jamais rassemblé beaucoup de soldats. Ils n'ont jamais été assez forts pour dominer tout le sud de la Floride. Même si de nombreux gangsters leur rendaient hommage ou leur demandaient l'autorisation de faire affaire avec eux. Ils avaient un pied partout dans le milieu. Mais ils ne contrôlaient pas à proprement parler Miami et le sud de la Floride. Il est temps pour Santo Junior d'agir et de se débarrasser de ses rivaux une bonne fois pour toutes. Les jours précédant la guerre contre Lumia, Santo Junior s'occupe de préparer la famille à l'affrontement. Le jeune homme semble calme et respectable. Difficile de croire que c'est un gangster. Ce n'était pas le chef typique de la mafia. C'était quelqu'un d'instruit, de très élégant. Il portait des lunettes à monture d'écaille et des costumes faits sur mesure. Ce n'était pas le genre de malfrat qu'on croise dans les rues du nord des États-Unis. Il était d'un genre très différent. Tous les gens qui connaissaient Santo Junior le décrivaient comme quelqu'un de gentil, de calme et de respectueux. Les autres mafieux le respectaient, ainsi que ses partenaires dans les affaires légales. Il restait toujours discret. Mais Santo Junior a aussi une face cachée. Contrairement à son père, qui aimait diriger discrètement et secrètement, Santo Junior est plus direct, voire même parfois violent. La guerre à venir contre Jimmy Lumia va faire ressortir l'aspect le plus sombre de Santo Traficante Junior. S'il parvient à éliminer Lumia, il sera le seul maître de Tampa. Le 5 juin 1950, des tueurs à gages s'occupent de Jimmy Lumia.
Il a arrêté sa voiture pour parler à des employés. Une autre voiture est arrivée et on lui a fait sauter la cervelle. La police suspecte Santo Junior d'être le commanditaire, mais elle n'a aucune preuve pour l'inculper. Une fois Lumia éliminé, Santo Junior poursuit le carnage et s'attaque au gang d'Italiano, laissant derrière lui nombre de cadavres. Il élimine donc les familles concurrentes une à une, sans jamais laisser le moindre indice compromettant. « 1952. Même si Lumia est mort et qu'Italiano a quitté la ville, leurs gangs respectifs restent loyaux et continuent la guerre contre Trafficante. Mais ces règlements de compte perturbent le grand public. Il y a eu un véritable tollé au sein de l'opinion publique, qui réclamait l'intervention de la police. Les autorités ont alors concentré tous leurs efforts sur ces enquêtes, mais aucun meurtre n'a jamais été résolu. Et le sang n'a pas cessé de couler. 3 janvier 1953. À 19h25, l'un des chauffeurs de Santo passe le prendre après un dîner chez un membre de la famille. Alors que la berline du mafioso s'éloigne, une autre voiture lui fonce droit dessus. Un tireur vide le chargeur de son fusil dans la voiture de Santo. Trafficante est touché au bras. Il ouvre la portière et s'effondre sur le trottoir. Le tireur inconnu s'enfuit et le laisse pour mort. Trafficante a été touché au bras. Il s'est rendu à l'hôpital, mais il a refusé de dire quoi que ce soit aux enquêteurs. Personne ne revendique cette tentative, mais des rumeurs circulent selon lesquelles il s'agirait d'une vengeance de l'un des anciens rivaux de la famille, Charlie Wall. Wall, l'ancien doyen de la pègre, sera plus tard retrouvé assassiné à son domicile. Le meurtre de Charlie Wall n'a jamais été résolu. Personne n'a été inculpé. On ne connaît toujours pas le coupable. Pendant que Trafficante fait la guerre dans les rues de Tampa, son père, Santo Senior, âgé de 68 ans, succombe à son cancer de l'estomac. Son certificat de décès indique que c'était un simple fabricant de cigares. Sa mort est passée assez inaperçue. Il y a eu un petit article dans le journal, mais ses funérailles ont été très discrètes, car il dirigeait la mafia de façon très discrète. En fait, il existe très peu de documents publics disponibles sur lui aujourd'hui. Désormais, Santo Junior est prêt à prendre la place de son père. Son père avait déjà délégué beaucoup de ses opérations à Santo Junior. Quand il est mort en 1954, son fils avait officiellement pris la relève. Junior est donc devenu le chef de la mafia en Floride et dans le sud des États-Unis. C'était la suite logique des choses. Santo n'était pas du genre à pleurer son père pendant des siècles. C'était les affaires. Il devait aller de l'avant, se faire sa place. Et il l'a fait. Les autres parrains de la mafia de New York et d'ailleurs savaient qu'il était l'héritier présomptif. Trafficante était très bien vu par les autres familles mafieuses à travers le pays. Et il a tout de suite trouvé sa place. Cette transition a eu lieu sans difficulté. Il n'y a pas eu non plus de dissension au sein des familles locales. Santo Trafficante Junior assume parfaitement le rôle de son père. Il est désormais le parrain de la pègre de Tampa. Il semble presque intouchable, du moins jusqu'à ce que son nom soit associé à un meurtre qui fait beaucoup de bruit. En 1954, Santo Trafficante Senior a succombé après une lutte acharnée contre son cancer de l'estomac. Son fils, Santo Junior, prend la relève à l'âge de 39 ans. Avec un nom comme le sien, Santo n'a pas besoin de se faire connaître. Dans les années 50, Santo joue un rôle crucial dans les trafics de drogue et dans les jeux d'argent à La Havane, à Cuba. Trafficante est l'émissaire parfait pour la mafia.
Il soudoie le dictateur cubain Fulgencio Batista afin que personne ne vienne mettre son nez dans les comptes des casinos dirigés par la mafia à La Havane. Puis, le 24 octobre 1957, le parrain new-yorkais Albert Anastasia rencontre Santo Junior à New York. L'exécuteur des hautes œuvres, comme on le surnommait, voudrait que Traficante lui cède certaines de ses affaires à Cuba. Traficante était réticent à l'idée de voir Anastasia débarquer. Il le trouvait un peu trop rustre et n'avait pas envie d'avoir de la concurrence. Il voulait faire son trou à La Havane, mais les affaires de Santo marchaient bien là-bas et il ne voulait pas qu'il vienne tout gâcher. Le lendemain, Anastasia va se faire couper les cheveux chez un barbier dans un grand hôtel du centre de Manhattan. Ce qui est intéressant, c'est que Traficante logeait dans ce grand hôtel sous le pseudonyme de B. Hill. Le jour où il a quitté l'hôtel, quelques heures plus tard, Anastasia est allée se faire raser dans ce même hôtel. Pendant qu'il était installé dans son siège avec une serviette sur le visage, des tireurs sont entrés et l'ont descendu. On soupçonne les familles new-yorkaises d'être à l'origine de ce meurtre. Mais Santo Junior est lui aussi suspect. Ils ont essayé de lui faire porter le chapeau, mais ils n'ont jamais rien trouvé contre lui. Il n'y avait aucune preuve tangible qui l'impliquait. D'ailleurs, Santo était dans l'avion 2 heures avant le meurtre, en direction de La Havane. Deux ans plus tard, en 1959, Santo Traficante Junior se rend à Cuba et trouve un pays bien différent de celui de ses souvenirs. Cuba est en pleine révolution. Fidel Castro est sur le point de prendre le pouvoir. Avant la révolution cubaine, le pays était corrompu. Batista était un dictateur et il était soudoyé par la mafia. Les mafieux contrôlaient tous les casinos de la Havane, ainsi que tout ce qui pouvait y être lié, y compris la prostitution. Traficante et ses associés craignent que Castro ne soit pas aussi facile à corrompre. La mafia gagne pourtant 100 millions de dollars par an grâce au casino. Santo Junior va devoir se charger de maintenir à flot ses affaires à Cuba malgré la révolution. Il mise donc sur les deux camps. Il a choisi de soutenir à la fois Batista et Fidel Castro. Il n'a jamais pensé que tout pouvait s'arrêter. Traficante fournit à Castro des armes et de l'argent à condition de garder le contrôle des casinos à Cuba. Mais au printemps 1959, Castro a entièrement pris le contrôle du pays et chasse Batista. Une fois le dictateur parti, la mafia va tester Castro, espérant qu'il acceptera les pots de vin comme l'a fait Batista pendant des années. Mais les parrains vont être déçus. Castro devient un dictateur communiste et il expulse certains des mafieux qu'il avait pourtant soutenus lors de son ascension vers le pouvoir. Fidel Castro a pris le pouvoir en janvier 1959. Il a orienté la politique de Cuba à gauche, ce qui inquiétait beaucoup les États-Unis. Il a également pris des mesures contre les casinos de la Havane gérés par la mafia, ce qui a beaucoup déplu aux gangsters. Les mafieux ont vite compris qu'ils n'obtiendraient pas ce qu'ils avaient espéré en lui donnant de l'argent, des armes et des voitures tout-terrain. Il a fermé tous les casinos et chassé de nombreux gangsters. Le 9 juin 1959, 2 semaines avant le mariage de la fille de Santo Junior à La Havane, les autorités cubaines arrêtent le mafioso. La police de Fidel est venue frapper à sa porte un soir. Elle a saccagé son appartement et l'a embarqué en prison. Sous de vagues charges, la police le place en détention. La nouvelle fait du bruit dans le milieu.
Ils ont incarcéré Santo. Ils ne voulaient pas le laisser partir. Il était même sur la liste pour le peloton d'exécution. Le nouveau régime de Castro ordonne des centaines d'exécutions. Les jours de Traficante semblent comptés. En 1959, Fidel Castro a lancé une révolution contre le dictateur cubain Fulgencio Batista. Une fois au pouvoir, Castro a tourné le dos aux gangsters américains qu'il avait soutenus pendant son combat. Sans préavis, il fait jeter Santo Traficante Jr. en prison. Ça n'a jamais été très clair. La police n'avait aucune raison valable de le détenir. Joséphine, la femme de Santo, souhaite que son mari puisse assister au mariage de leur fille à La Havane, mais il est incarcéré. Tentant le tout pour le tout, elle contacte les autorités cubaines. Joséphine venait d'une famille qui avait des contacts politiques et économiques importants en Floride. Joséphine a réussi à contacter le ministère de la Justice et à les persuader de lui accorder une permission pour être présent au mariage de sa fille. En réalité, ils l'ont laissé assister à la cérémonie, mais une fois terminée, ils l'ont reconduit immédiatement au centre de détention. Pour le moment, Traficante reste prisonnier. L'avocat de Traficante contacte le gouvernement de Castro, espérant faire libérer Santo Jr. Cuba finit par expulser l'homme de la mafia. Il rentre chez lui, à Tampa, dépité d'avoir dû abandonner ses casinos. Traficante a perdu ses casinos à Cuba. Il a réussi à sortir une grosse somme d'argent en partant, mais il a aussi perdu beaucoup. Après avoir perdu la Havane, les gangsters ont besoin d'un nouvel endroit pour rebâtir leur empire du jeu. Ils choisissent Las Vegas, dans le Nevada. Santo Jr. était très content de ses casinos cubains, mais il hésite à investir dans ce genre d'opération aux États-Unis. Le temps que Traficante comprenne qu'il devrait peut-être investir à Las Vegas, il risquait d'être trop tard. À l'époque, il trouve plus sage de bâtir un nouvel empire du jeu quelque part dans les Caraïbes. Au cours des années suivantes, surtout au milieu des années 60, il a envoyé des émissaires en Équateur, aux Bahamas, aux îles Vierges, au Venezuela, un peu partout en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes, pour y ouvrir des casinos. Mais aucun n'a fonctionné comme il l'avait espéré. Pendant que Traficante cherche à relancer ses affaires, l'Amérique s'embarque dans la guerre froide. La CIA considère Castro comme une menace. La présence d'un pays communiste à 150 km des côtes de la Floride apparaît comme un réel danger pour les États-Unis. Un agent de la CIA, Robert Mayhew, organise une rencontre avec Traficante. Il raconte aux gangsters de Tampa qu'il souhaite utiliser ses contacts à Cuba pour faire assassiner Castro. Il a été recruté par Bob Mayhew pour traiter avec les Cubains parce qu'il les connaissait bien. Traficante était forcément un personnage clé puisqu'il avait vécu et travaillé à La Havane. Il connaissait tous les politiciens cubains capables de les aider. Santo avait ses entrées et pouvait placer un de ses proches auprès de Castro s'il décidait de tenter quelque chose contre lui. Traficante annonce à la CIA qu'il accepte de participer au complot. Mais en réalité, il n'a jamais eu l'intention d'agir. C'est amusant car Santo a vu ça comme une façon de se faire de l'argent. Il a donc dit à la CIA et à ses agents ce qu'il voulait entendre. Ils lui ont fourni des cachets qui auraient pu tuer Castro sur le coup si on les avait mis dans son verre. Mais Santo s'en est débarrassé dans les toilettes.
La CIA pensait qu'un mafieux allait se charger de commettre le meurtre, ce qui prouvait bien qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être la mafia. Ce ne sont pas des tueurs à gages. Vous ne pouvez pas aller voir Carlos Marcello, lui dire « Je veux tuer ma femme, voilà $10 000 » et lui demander de s'en charger. Les meurtres qui ont lieu au sein de la mafia sont des règlements de compte. Personne n'est payé. Ça fait partie du boulot de faire ce genre de choses. Néanmoins, Trafficante joue le jeu de la CIA. C'est un moyen rapide de se faire facilement de l'argent. Il a délesté l'agence de pas mal d'argent. Et ça le faisait bien rigoler. Trafficante n'a aucun scrupule à escroquer le gouvernement américain. Certains pensent même qu'il travaille en tant qu'agent double pour Castro. De nombreuses rumeurs couraient selon lesquelles il travaillait pour les deux camps. On peut présumer qu'il détenait de toute façon des informations qui avaient une certaine valeur. Au cours des mois suivants, Trafficante va sentir peser sur lui des soupçons d'une nature bien plus sérieuse. Lorsque la nation tout entière sera bouleversée par un tragique événement. « 22 novembre 1963. Le soleil brille à Dallas, au Texas. Un tireur isolé, dénommé Lee Harvey Oswald, ouvre le feu et tue le président John Fitzgerald Kennedy, âgé de 46 ans. À peine les dernières balles sont-elles tirées du fusil d'Oswald que toutes sortes de théories conspirationnistes font surface. Selon l'une des plus persistantes, bien que n'ayant jamais été prouvée, Trafficante Jr. aurait joué un rôle primordial. Cette théorie repose sur des faits remontant à 2 années auparavant. « 1961. À Washington, le ministre de la Justice, Robert Kennedy, se fixe pour mission de débarrasser l'Amérique du crime organisé. Des mesures doivent être prises dans de nombreuses zones. Le milieu du crime organisé est une menace très sérieuse pour le pays au jour d'aujourd'hui. Robert Kennedy avait une priorité, arrêter et incarcérer le plus de parrains de la mafia, par tous les moyens possibles. Il en a fait sa croisade personnelle. Kennedy s'attaque à la corruption des syndicats par la mafia. Jimmy Hoffa, le président du syndicat des camionneurs, n'apprécie guère d'être surveillé par Kennedy. C'est également le cas du parrain de Tampa, Santo Trafficante Jr. Trafficante a commencé à se plaindre de Kennedy et il aurait dit « Cet homme cherche les ennuis, il va avoir ce qu'il mérite ». C'est l'avocat Frank Ragano qui représente à la fois Hoffa, Trafficante et le parrain de la mafia de la Nouvelle-Orléans, Carlos Marcello. Hoffa, Marcello et Trafficante souhaitent tous se débarrasser de la menace Kennedy. Mais supprimer le procureur général ne résoudra pas leurs problèmes. À ce stade, on leur suggère de se concentrer plutôt sur le président. Il fallait qu'il tue le président. S'il s'en prenait à la personne en dessous, le cerveau serait toujours présent et toujours dangereux. Mais en s'attaquant directement à lui, le problème sera réglé. Selon cette théorie, Hoffa aurait fait transmettre un message à Marcello et Trafficante par l'intermédiaire de Ragano. Hoffa a appelé Ragano et il lui a demandé de leur dire qu'il était temps d'assassiner John Fitzgerald Kennedy. Il leur a transmis le message et à sa grande surprise, au lieu d'éclater de rire, Marcello et Trafficante se sont lancés un long regard plutôt glacial. « 1963. Suivant cette théorie, Trafficante prend contact avec un homme qu'il a rencontré à la prison de la Havane, Loren Hall, qui va à son tour contacter Lee Harvey Oswald, le tireur de Dallas.
s'est passé quelque chose au sein du cortège. Je répète, il s'est passé quelque chose au sein du cortège. Le 22 novembre au soir, alors que tout le pays est en deuil, Santo Trafficante Jr. dîne avec Frank Ragano à Tampa. Les deux hommes lèvent leurs verres et trinquent à la mort du président Kennedy. Frank Ragano n'a jamais oublié ce moment. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le moment où j'ai franchi la limite. En y repensant, je me suis revu en train de fêter la mort du président. Et j'ai compris que j'avais été trop loin. Ma mère a assisté à ça. Elle s'est levée, elle est partie parce qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Tout le pays était en deuil et ces deux hommes étaient en train de trinquer à la mort du président des États-Unis. Chris Ragano raconte que le même jour, son père a reçu un appel de son autre client, Jimmy Hoffa. Tous les employés pleuraient au bureau de mon père. Une des secrétaires lui a dit qu'il avait un appel de Monsieur Hoffa. Il est allé prendre l'appel dans son bureau et à l'autre bout du fil, Jimmy lui a dit « Tu as entendu la bonne nouvelle? Ils ont tué ce fils de pute. » L'ancien compagnon de cellule de Trafficante, Loran Hall, reçoit plus tard un coup de fil d'un journaliste du National Enquirer. De toute évidence, Hall était ivre. Il s'est montré très agressif et il a refusé de déclarer quoi que ce soit aux journalistes. Puis d'un seul coup, il a fini par dire « Écoutez, les deux seules personnes encore vivantes qui savent quelque chose sont Santo Trafficante et moi. Personnellement, je tiens à rester en vie, alors je ne dirai rien. » Finalement, la commission Warren ne parvient pas à établir de lien entre le meurtre de Kennedy et Trafficante ou qui que ce soit d'autre, hormis Lee Harvey Oswald. Elle conclut donc qu'Oswald a agi seul. Trafficante ne sera jamais inculpé pour cet assassinat. Mais aujourd'hui encore, des rumeurs persistent sur le rôle qu'auraient joué Trafficante et la mafia dans les événements du 22 novembre. Je suis persuadé que Trafficante était impliqué dans ce meurtre. Il a dû donner le feu vert. S'il y a bien une part de vérité dans ces rumeurs, elle finira dans la tombe avec Trafficante. Des dizaines d'années plus tard, en 1981, le gouvernement fédéral finit par trouver un chef d'accusation contre le parrain de Tampa, Rackett. Les autorités ont considéré qu'elles avaient assez de preuves contre lui pour l'inculper. Santo Jr. a besoin d'être bien défendu. Son avocat de longue date, Frank Ragano, tente depuis des années de rompre ses liens avec le monde de la pègre. Mais Santo Jr. sait se montrer très convaincant. Santo est venu au bureau de mon père et il lui a dit « Si tu ne me défends pas, dis adieu à ton fils. » Il parlait de moi. Ragano accepte l'affaire. Mais à cause des problèmes de santé de Santo Jr., le procès ne cesse d'être repoussé. Il était vieux. Sa santé se détériorait. Il avait des problèmes rénaux. Il a subi une intervention intestinale. Son cœur était affaibli. La liste est longue. Il était sur le déclin. En mars 1987, Santo est admis à l'hôpital de Houston pour un pontage cardiaque. L'homme de 72 ans ne survivra pas à l'intervention. L'opération s'est bien passée, mais il ne s'est jamais réveillé après l'anesthésie. Il est mort après avoir été recousu. Santo Trafficante Jr. et son père resteront le duo le plus insaisissable de l'histoire de la mafia. Bien qu'ils soient impliqués dans des affaires de trafic et de meurtre, ils ont réussi à ne jamais passer une seule nuit dans une prison américaine. C'est le plus beau cadeau que Santo Senior pouvait faire à son fils. Il savait comment passer entre les mailles du filet, contrairement aux malfrats dans le nord du pays. Il n'était pas comme Gotti, par exemple, qui s'affichait en train de manger ses cannolis en pleine rue. Ce n'était pas un de ces types-là. C'était vraiment le parrain silencieux.